François Mitterrand au patronat, vous aidez la majorité à garder le pouvoir. Loukino Révéli-Beaumont parle enfin. 89 jours de détention et des mystères. La P7 dévaluée, une prime au tourisme. La tragédie du talc Morange après 5 années de procès, un verdict et un témoignage sur notre plateau, les parents de 2 petites victimes. Et le Tour de France dans Guillaume le Premier à Roubaix et Turot toujours en jaune. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a tout juste 5 ans, jour pour jour, 2 hommes signaient un document qui allait faire son chemin. Georges Marchais et François Mitterrand venaient d'apposer leur signature au bas du programme commun. Et ce n'est sans doute pas une coïncidence si les 2 partis, le PC et le PS, auxquels s'est adjoint depuis le mouvement des radicaux de gauche, ont tenu aujourd'hui leur 10e réunion d'actualisation du programme commun. Ce n'est pas non plus un hasard si François Mitterrand a choisi cet anniversaire pour tenir sa dernière conférence de presse avant la rentrée. Une date qui lui a permis de prendre un petit peu de champ par rapport aux autres leaders politiques appelés à réagir rapidement au discours de Carpentras. La réponse de François Mitterrand à Valéry Giscard d'Estaing tient en un thème: comment peut-on prôner l'unité quand on choisit soi-même son camp? Giscard d'Estaing s'est proclamé en fait à Carpentras président de la droite, président des forces conservatrices et protecteur du grand capital. Il ne sera rien que cela, rien d'autre, tant qu'il ne considérera pas la gauche comme l'une des composantes naturelles et nécessaires de la nation française. La France a besoin d'un président pour les Français et non d'un partisan. Voilà donc pour cette principale accusation étayée par ailleurs d'un argument. Le patronat est en train d'aider la majorité à garder le pouvoir, passage où François Mitterrand se montre très virulent. Nous disposons d'informations suffisamment sérieuses pour nous permettre de révéler que depuis le mois de mai dernier, un plan a été mis au point par le grand patronat en vue des prochaines élections législatives. Je puis vous dire que les fonds mis à la disposition de ce plan sont de l'ordre de 1 milliard de francs, nouveaux évidemment. Les patrons de combat espèrent-ils avec ce milliard, je pense au milliard des émigrés, acheter la conscience des Français. Grâce à cet argent sont déjà engagées des campagnes massives de propagande et de publicité contre la gauche et son programme commun. On paye des pages entières de publicité dans la presse écrite pour le compte de groupements fantômes créés pour la circonstance. On diffusera des films en temps utile. On finance les partis politiques, de droite évidemment. Des agents assurent la liaison entre le grand patronat du CNPF et les milieux gouvernementaux. Les dirigeants de l'Association pour la démocratie figurent parmi ces intermédiaires qui sont en réalité des passeurs d'argent. De gros moyens financiers seront déversés dans les 130 circonscriptions que, selon les estimations de la droite, elle peut perdre et les 20 qu'elle peut gagner. 40 unions locales du CNPF sont déjà dotées d'un responsable politique. Le CNPF se dissimule derrière une multitude d'associations prétendument indépendantes et qui ont pour mission réelle de lancer pour son compte les mots d'ordre politiques. Il finance des agences de presse pour qu'elles diffusent des articles sur commande dans de grands quotidiens régionaux. L'Office des banques privées est chargé de conduire une campagne dont l'un des objets est de présenter sans rire la banque privée comme, je cite un texte qui émane de ce groupement, la banque à visage humain. À l'instant, la réaction du CNPF au téléphone. Les accusations de François Mitterrand, dit-on là-bas, sont dépourvues de tout fondement. Elles sont inacceptables. Il y a des limites à ne pas dépasser dans la polémique politique. Voilà donc la réaction à chaud du patronat. Alors, Noël Copain, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'on a trouvé là un François Mitterrand très combatif. François Mitterrand très combatif, très mordant, au point qu'un de nos confrères lui a demandé quel était le vrai François Mitterrand, celui du 12 juillet aujourd'hui même ou celui que l'on avait vu le 12 mai face à M. Barre à la télévision. Et la réponse est sans doute que les circonstances ont changé. M. Mitterrand considère aujourd'hui que depuis le discours du président de la République à Carpentras, la campagne électorale est ouverte et il s'y est lancé à fond aujourd'hui. Il attaque le président, le gouvernement, le patronat,
Par contre, c'est aussi le signe d'une évolution. Il évite de polémiquer avec le Parti communiste, juste au passage un petit coup de patte rapide, histoire de reprocher au Parti communiste d'avoir lui-même voulu polémiquer. Alors justement, en dehors du ton, qu'est-ce qui vous paraît important, cette conférence de presse? Bien, ce qui me paraît le plus important, c'est ce que M. François Mitterrand a dit des institutions. Il a rappelé ce que l'on savait, que le programme commun prévoyait une réforme constitutionnelle, mais surtout, il a précisé que, en disant bien que c'était à titre personnel, qu'il souhaitait, lui, que cette révision constitutionnelle soit quasi immédiate si la gauche l'emportait. Il a même dit qu'il faudrait que ce soit pendant la première session parlementaire. Alors si l'on se rappelle ce que le président de la République a dit il y a quelques jours à Carpentras dans le passage consacré à la défense des institutions, on peut prévoir qu'il y aura une assez belle bataille politique, même si M. Mitterrand affirme que la gauche ne veut pas provoquer une crise de régime. Voilà donc pour l'opposition. Du côté de la majorité, bien les choses semblent se préciser. Là aussi, il y aura bien un sommet. La date du 10 juillet n'avait été repoussée que pour la forme. Et le sommet aura bien lieu mardi prochain, 19 juillet, au siège du CDS. Jacques Chirac, Jean-Pierre Soisson et Jean Le Canuet seront bien là, ainsi que Bertrand Motte. Pour l'instant, rien du côté de JJSS et pas de représentant non plus du Premier ministre. Dans quelques secondes, vous allez pouvoir regarder le visage de Luchino Revelli-Beaumont, le PDG de Fiat France, qui, vous le verrez, semble assez marqué par ces 3 mois de détention. Il a en effet tenu tout à l'heure une conférence de presse et quelques minutes avant cette rencontre avec les journalistes, on apprenait que la rançon demandée pour sa libération avait bien été versée vendredi, 10 millions de francs. Livré en espèces à Genève dans 2 lourdes valises et bien entendu dans le plus grand secret. Mais avant de faire le point sur l'enquête avec Raymond Tortora, qui a des choses à nous dire, écoutons les premières paroles d'homme libre de M. Revelli-Beaumont, qui nous parle d'abord de ses ravisseurs. Luchino Revelli-Beaumont. Avec moi en plusieurs langues. En espagnol, en français, quelquefois en italien, mais en italien un peu sommaire, et quelquefois en anglais. Mais ils m'ont parlé, si vous voulez, avant tout de l'accusation contre moi. Et l'accusation était de travailler à l'intérieur d'une entreprise internationale et d'être moi personnellement responsable d'actions qui lésaient les intérêts des pays du tiers-monde et les intérêts de la classe ouvrière. Je crois que ma force a été, si vous voulez, de penser que ma conscience était tranquille, que ma famille était derrière moi, sûrement j'étais certain, et tout, j'ai pensé que dans la vie, l'événement mort est un événement qui à un certain moment doit arriver, et que si c'était mon destin qui m'arrive sous cette forme, j'étais prêt à renoncer. Oui, un moment assez émouvant de cette conférence de presse sur laquelle il faut que nous revenions, Raymond Tortora. Alors, sur la base de ces déclarations, enlèvement politique ou pas? Eh bien, pour M. Revelli-Beaumont, ces ravisseurs sont peut-être des politiques, mais pas pour les policiers français. Pour les policiers français, ce n'est pas une affaire politique, une prise d'otage est politique quand la libération est proposée en échange de libération d'autres prisonniers et non pas contre de l'argent. À travers le récit de la captivité de M. Revelli-Beaumont, tout à l'heure, on a eu la très nette impression que les ravisseurs en ont trop fait, qu'ils en ont en quelque sorte rajouté pour faire croire justement à M. Revelli-Beaumont que c'était une affaire politique. Jugement du tribunal populaire, fourniture de livres révolutionnaires, etc. Alors maintenant, l'enquête, la rançon, on l'a dit, elle a bien été versée. Oui, on sait à présent que cette rançon de 2 millions de dollars, 1 milliard de centimes, a été payée vendredi dernier à Genève par un intermédiaire à 4 hommes d'origine latino-américaine. L'argent a été livré, vous l'avez dit, en espèces et dans 2 grosses valises. La police suisse a communiqué aujourd'hui même à la police française le signalement des 4 hommes d'origine latino-américaine, mais la police suisse refuse de révéler l'identité de l'intermédiaire en quelque sorte. Mais vous pouvez révéler. Oui, nous sommes en mesure de révéler, de préciser cette identité. Il s'agit de l'un des directeurs du Crédit Suisse à Genève qui, comme par hasard, se trouve être la banque de la Fiat en Suisse. Nous pouvons vous révéler également que toutes les dernières tractations avec les ravisseurs se sont faites à Paris par un ami de la famille Revelli-Beaumont, un autre ami,
un ancien ambassadeur de France, M. Chambon, qui a rencontré les ravisseurs à plusieurs reprises, devinez où, à Notre-Dame de Paris. Et c'est pour ça d'ailleurs que M. Révély-Beaumont s'est retrouvé à Versailles, hier matin, le jour de sa libération, à proximité du domicile de l'ancien ambassadeur, mais celui-ci n'était pas là. Nous pouvons dire également ce soir que, comme le fils Paolo Révély-Beaumont était trop connu, trop marqué, eh bien c'est le gendre du PDG de Fiat France, M. Caron, qui a fait toutes les démarches nécessaires auprès du Crédit Suisse à Genève. L'enquête, à présent, l'enquête, il y a bien sûr la photo du Sud-Américain qui était allé ouvrir un compte la semaine dernière en Suisse, et puis il y a la multitude de détails fournis par M. Révély-Beaumont, l'accent des ravisseurs, leur langue, etc. Bien, je crois qu'avec ceci, nous avons un point complet sur l'enquête, si ce n'est évidemment cette petite question sur Hector Aristide. Il n'est pas sorti de prison. Oui, on aurait pu penser que la libération de M. Révély-Beaumont aurait pu en quelque sorte blanchir, entre guillemets, M. Aristide. Eh bien, M. Révély-Beaumont n'a rien dit à propos d'Hector Aristide. Il ne l'a ni accusé, ni défendu sous couvert du secret de l'instruction. Alors force est bien de constater que M. Hector Aristide demeure toujours en prison ce soir. Dévaluation de 25%, c'est énorme, et c'est ce qui est arrivé ce matin à la monnaie espagnole. Et il faut reconnaître que la nouvelle Espagne économique s'en tire mieux que la jeune Espagne politique. Si l'on ajoute à cette dépréciation de la pesette une dévaluation de 11,5% il y a un an, eh bien on comprendra que la situation est difficile pour nos voisins. Mais comme nous sommes un petit peu égoïstes, il faut reconnaître aussi que c'est un état de fait qui va bien arranger les affaires des touristes français. L'expansion économique pratiquement stoppée, une inflation de 20% en 1976, peut-être 30% cette année, un commerce extérieur en déficit de 40 milliards, un chômage croissant, c'est cela, la vraie situation économique de l'Espagne. Après avoir brillamment franchi les échéances politiques des élections, c'est à cela que le gouvernement Suarez doit maintenant s'attaquer. Et ce qu'il vient de se donner, ce sont des outils de travail. D'abord un projet de réforme fiscale, mais surtout cette dévaluation. La pesette perd 20% de sa valeur par rapport au dollar, approximativement, en raison du flottement des monnaies. Cela fait 25% par rapport au franc. Au contraire de la réforme fiscale dont les effets sont à long terme, la dévaluation va avoir des conséquences immédiates en Espagne et chez ses voisins. Tout ce qui est espagnol va coûter de 20 à 25% moins cher. Bonne chose pour les exportateurs espagnols, mais dangereuse pour certains marchés français. Au premier rang, celui des fruits et légumes. Déjà, notre balance des échanges avec l'Espagne est en déficit sur ce marché, notamment pour les agrumes. Orange et citron encore moins chers vont bien sûr tenter les importateurs français. En sens inverse, c'est le tourisme qui va recevoir un sérieux coup de fouet. La dévaluation, pour un touriste étranger qui passe la douane, c'est une prime de 20 à 25%. Dans l'espoir de freiner l'inflation et de faire rentrer des devises, M. Suarez vient d'offrir à tous les touristes étrangers une semaine de vacances gratuites. Et demain, le Premier ministre, M. Suarez, va rencontrer sur le sujet le leader communiste Santiago Carrillo, qui sera d'ailleurs l'invité de notre magazine Carte sur table demain soir. L'étranger, toujours, en ce moment même et depuis ce matin, 13 hommes sont en train de décider le prix de votre essence pour l'année prochaine. Ces 13 hommes, ce sont les ministres du pétrole, des membres de l'OPEP, réunis près de Stockholm. Officiellement, il ne devrait pas être en principe question de tarifs, mais la réconciliation apparente entre les différents courants de l'OPEP n'ira pas sans conséquence sur le prix du pétrole qu'achètera désormais la France. C'est dans ce grand hôtel que vous voyez derrière moi, dans cette station balnéaire si typiquement suédoise, dans cette atmosphère de bateau à voile et de vacances, que se tient la conférence de l'OPEP. Une conférence qui, du reste, risque de se terminer plus tôt que prévu. Ce soir, ou demain ou plus tard, tout devrait être terminé. Pourquoi cette rapidité ? Eh bien parce que cette conférence était davantage celle des retrouvailles que celle des discussions. C'est un petit peu la conférence de la réconciliation entre les pays de l'OPEP après les discussions, après les affrontements de ces derniers mois entre les pays durs, partisans d'une hausse du pétrole aussi forte que possible, et les pays partisans d'une hausse modérée afin de ne pas tuer dans l'œuf la reprise économique dans les pays occidentaux. Il y a quelques mois au Qatar, les pays de l'OPEP s'étaient séparés dans la confusion, dans l'affrontement, dans l'agitation. Or ce matin, lors de l'ouverture de la conférence, chacun a remarqué l'accolade donnée par le cheikh Yamani, le saoudien, à M. Amouzega, l'Iranien. Mais il y a aussi d'autres raisons, il y a deux raisons à la modération des pays de l'OPEP. La première, c'est que depuis le mois de janvier dernier, la production de pétrole de certains de ces pays a fortement diminué. Or, qui dit diminution de la production de pétrole, dit également diminution de leur entrée d'argent. La seconde raison, c'est qu'avec le pétrole de l'Alaska et le pétrole de la mer du Nord, les pays occidentaux vont être dans l'avenir
du moins pendant un certain temps, un petit peu moins dépendant des pays de l'OPEP. Alors la conférence de Stockholm se termine par une bonne nouvelle pour la France comme pour la plupart des pays industrialisés. Dans les mois qui viennent, et certainement d'ici à la fin de l'année, il n'y aura pas de nouvelle hausse du prix du pétrole. Regardez bien cette bouteille de champagne, et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de la publicité. C'est la cuvée de la victoire, la cuvée spéciale que les ouvriers du livre s'étaient fait préparer en prévision de la signature d'un accord avec la direction du Parisien libéré. Un champagne qu'ils ont peut-être sablé un peu rapidement ce matin, car s'il y a bien accord, il n'y a pas encore signature. Le texte doit être examiné en ce moment par les services de l'hôtel Matignon. Mais ce délai ne semble guère avoir altéré la joie des ouvriers du livre. Ces bouteilles qui attendent, bien au frais à la Bourse du Travail, marquent la fin spectaculaire d'un conflit spectaculaire, qui, émaillé de manifestations, de grèves de soutien, de plus de 1000 procès, a duré 29 mois. Ceux qui ont ainsi célébré leur victoire ce matin à Paris, ce sont les grévistes du Parisien libéré. Ce sont aussi plusieurs milliers de travailleurs de la Fédération du Livre qui n'ont cessé de soutenir financièrement ce conflit. Oh, depuis 29 mois, dès le premier jour, dès la première heure, j'ai participé réellement à la solidarité et à leur lutte, car la leur était la mienne. Ça représente combien du salaire? Du salaire, ça, en moyenne, depuis 29 mois, cela représente 10% du salaire depuis 29 mois. La somme globale, d'ailleurs, représente au niveau de tous les travailleurs de la presse presque 7 milliards d'anciens francs. Et dans votre famille, qu'est-ce qu'on disait? Ça fait beaucoup, 10%? Dans ma famille a bien été forcée de s'adapter, disons, aux conditions et à la contrainte de la lutte, mais je dois dire qu'elle a participé autant que moi dans la lutte depuis 29 mois. Et aujourd'hui, elle est fière, comme l'ensemble des travailleurs de la presse. À la santé du confrère qui nous régale aujourd'hui. Si l'accord est signé, le Parisien libéré redeviendra pour la CGT un journal normal. Mais peut-être songe-t-elle à d'autres cibles. Et puisque nous parlons journaux, un petit coup de chapeau à notre confrère Le Quotidien de Paris qui fêtera demain son 1000e numéro et qui pour la circonstance nous offrira, vous le voyez, un petit supplément daté du 15 juillet 1789. Vous avez bien entendu 1789. Ce petit supplément est un chef-d'œuvre de style. Un coup de chapeau aussi à notre futur confrère que lancera en septembre l'ancien ministre Joseph Fontanet, son titre « J'informe ». Et puis troisième coup de chapeau à un ouvrage qui a déjà fait ses preuves, c'est le livre le plus lu en France, c'est l'annuaire des PTT. Il a changé de présentation. Regardez bien le nouveau graphisme de l'annuaire de l'Oise, le premier à être sorti. Regardez maintenant en comparaison l'ancien graphisme, vous le voyez, plus aéré, le nouveau graphisme, la nouvelle formule sortira petit à petit, département par département. Le PC précise sa menace dans un tract distribué il y a 2 heures à peine devant l'ambassade des États-Unis à Paris. Le PC propose d'interdire Paris aux avions des compagnies américaines. Une riposte, bien sûr, à l'interdiction de Concorde à New York. Et les communistes menacent encore d'aller plus loin. De Concorde à New York, 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 de Concorde à New York. Le gouvernement de M. Barre, tout comme celui de M. Chirac hier, démissionnent devant les exigences américaines, se soumettent à leur diktat. Un gouvernement soucieux de l'intérêt du pays prendrait les mesures qui s'imposent pour s'opposer à l'atterrissage et au décollage en France des avions des compagnies américaines. Les communistes appellent ainsi à défendre l'intérêt national, l'industrie de l'aérospatiale, industrie de pointe, à défendre le droit au travail. Concorde doit vivre, Concorde doit atterrir à New York, et notre manifestation n'est qu'un avertissement. Fin du détournement de l'avion soviétique à Helsinki. Les 2 pirates de l'air se sont rendus. Il est vraisemblable qu'ils seront extradés dans leur pays d'origine, l'URSS. Inondation dans le sud-ouest. Les représentants de toutes les associations d'agriculteurs demandent une indemnisation spéciale. La CGT critique les mesures du gouvernement. Le Conseil des ministres de demain entendra précisément le ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet, qui a visité la région. Et en marge de cette catastrophe, hélas, 3 nouvelles arrestations pour pillage à Auch.
Un premier jugement dans l'affaire du talc Morhange. La chambre d'accusation de Paris a refusé aujourd'hui qu'il y ait une contre-expertise, ce qui va permettre enfin à l'affaire d'être jugée avant la fin de l'année. L'affaire n'a que 5 ans, mais vous avez peut-être pu l'oublier. Elle avait été très douloureuse. 36 bébés en étaient morts. En plein été 72, la nouvelle éclatait comme une bombe. Un communiqué du ministère de la Santé demandait à la France entière, en raison d'accidents très graves, de ne plus utiliser le talc Morhange. Ce talc, destiné à lutter contre les rougeurs, contenait, par erreur, un produit qui tue les bactéries, l'hexachlorophène, et ce, à une dose toxique qui se révéla mortelle pour plusieurs enfants. Vendu à bas prix dans des magasins à grande surface, ce talc assassin pouvait sévir n'importe où en France. En réalité, seul un lot de boîtes contenait ce poison, mais il n'était pas identifiable. C'est pourquoi ce fut l'Est de la France, les départements de l'Aube et des Ardennes, qui comptèrent le plus grand nombre de victimes. Au total, le talc devait provoquer 36 morts, entraîner l'infirmité d'une dizaine d'enfants, intoxiquer plusieurs centaines d'autres. L'instruction a duré 5 ans, plus de 1600 dossiers ont été examinés, plus de 500 kilos d'expertise se sont accumulés pour aboutir à plusieurs inculpations. Voilà, à mes côtés maintenant, à ma droite, Madame Sermet, à ma gauche, Monsieur Sermet, qui tous les deux ont été victimes de l'affaire du talc Morhange, puisque vous avez perdu un enfant. Un fils qui est infirme. Alors, comment ça s'est passé pour vous? Pour moi, ma fille est décédée, elle avait 2 mois. J'ai voulu partir de l'Aube, arriver à Clichy-sous-Bois. Mon fils est tombé infirme, je ne savais pas que c'était le talc Morhange. On m'a accusé d'avoir empoisonné mes enfants. On vous a accusé d'avoir empoisonné vos enfants? Ouais, avant que je sache que ce soit le talc Morhange. Et comment vous vous êtes rendu compte que c'était le talc? Quand ça s'est passé l'affaire au mois d'août, j'avais encore une bombe de talc. Je l'ai fait tout de suite expertiser et ça a été ça. J'ai eu des bons problèmes. Et que devient maintenant votre petit garçon? Mon fils, il va actuellement à l'école, mais c'est moi-même qui s'en occupe à la maison. Alors, est-ce que vous avez été aidé, Monsieur Sermet? Est-ce que vous avez été aidé? Est-ce que vous avez le besoin d'être aidé? On n'a pas du tout été aidé, et nous avons quand même le besoin d'être aidés. Car c'est un enfant qui est complètement paralysé, qu'on est obligé de soigner directement, car il ne peut pas uriner lui-même. Il ne peut pas marcher, il faut l'appareiller. Et alors, c'est un grand problème pour nous. Alors, est-ce que vous avez eu des contacts pour une aide financière, disons, avec les inculpés, avec ces fameux laboratoires? Pas du tout. Jamais? Nous ne les connaissons même pas. Ils ne vous ont jamais rien proposé? Depuis 5 ans que l'affaire s'est passée, rien ne s'est passé? Rien. Rien du tout. Tout ça donc à cause de cette boîte de talc. Nous aurons l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Le Tour de France, en transition, une étape qui ressemble encore comme une sœur à l'étape de la veille, pas de gros rebondissements, simplement une attaque très tardive du Français Jean-Pierre Danguillaume qui a réussi à fausser compagnie sur la fin à tout le peloton. Jean-Pierre Danguillaume a surpris les sprinters, il est redoutable dans le dernier kilomètre et il pénètre ici sur le vélodrome de Roubaix. À 1 kilomètre de Roubaix déjà il a démarré et cette fois il va réussir. La veille à Rouen, le Tourangeau avait adopté la même tactique, mais il avait dû se contenter de la seconde place derrière Denertog. Ici, malgré le retour en trombe du poursuiteur Roy Schouten, Danguillaume va signer sa 6e victoire d'étape pour l'ensemble de ses Tours de France. Mais cette victoire ne saurait faire oublier une monotonie, un ennui de tous les instants dans cette 11e étape. Les leaders ont bloqué la course depuis le départ, le vent contraire a soufflé encore sans arrêt et les coureurs ont préféré rester tranquillement en peloton. La course a commencé véritablement dans les derniers kilomètres et demain ce sera Roubaix-Charleroi 193 km. Les Belges vont tenter encore de remporter leur seconde victoire d'étape après celle de Patrick Sertuis. Voici l'arrivée victorieuse donc de Jean-Pierre Danguillaume qui se retourne alors que Roy Schouten s'est lancé à ses trousses. Roy Schouten est l'ancien champion du monde de poursuite, mais il a démarré semble-t-il trop tard. Et Jean-Pierre Danguillaume est le spécialiste de ces derniers kilomètres et de ses arrivées également sur vélodrome. Voilà, et pour terminer ce journal, un petit peu de rêve. Soviétiques et Américains ont décidé, depuis la fin de la semaine dernière, d'engager d'énormes moyens pour essayer de savoir ce qui peut bien se passer du côté de ce désormais fameux triangle des Bermudes. Eh oui, triangle des Bermudes n'est pas seulement une chanson, c'est aussi un mystère. Allô, papa, tango, Charlie, répondez
bout. Je vais noyer ma solitude dans le triangle des Bermudes. Allô papa tango Charlie, allô papa tango Charlie, répondez-nous. Les avions se volatilisent en plein ciel. Des navires de tout tonnage sont effacés de la surface de l'eau par temps calme et s'évaporent dans ce fameux triangle des Bermudes sans laisser de traces. 1000 vies humaines, une centaine d'avions et de navires perdus depuis 1945 sans qu'un seul corps ou qu'une seule épave ait été retrouvée. Il y a un taux de disparition, si on pourrait le dire, d'un avion peut-être toutes les 2 semaines et un bateau, que ce soit un bateau cargo ou yacht ou un bateau de voile qui disparaît une fois par semaine. Dans le triangle des Bermudes. Aberration atmosphérique, perturbation électromagnétique, les hypothèses scientifiques ne manquent pas. Mais aucune n'est bien satisfaisante. Alors on cherche autre chose aux frontières de l'impossible. Charles Berlitz affirme avoir découvert dans le triangle une pyramide plus grande que celle du pharaon Khéops en Égypte. Les vestiges d'une culture antérieure, peut-être celle de l'Atlantide, susceptibles de recéler des sources d'énergie perturbant les instruments électroniques les plus perfectionnés. Moi, je trouve que c'est très bien d'être sceptique, n'est-ce pas? Sans ça, tout le monde peut formulariser des théories sans base. Mais moi, je suis convaincu que c'est une pyramide. Moi, je suis aussi convaincu, n'est-ce pas, comme il a conservé sa forme, que c'est une pyramide en pierre. Et moi, j'essaie de prouver cet été, peut-être, n'est-ce pas, au commencement de l'automne, que c'est une pyramide. Et si c'en est vraiment une, je crois que le moment est arrivé d'examiner de nouveau nos connaissances de notre passé et d'être prêt à accepter une civilisation pas d'il y a 6000 ans, mais de 12 000 ans. Exactement comme a dit Platon, n'est-ce pas, puisque c'est l'époque qu'il a attribuée à la civilisation d'Atlantide. Alors pourquoi on peut parler d'une civilisation de 12 000 ans, puisque c'est à ce moment-là où la mer s'est remplie d'eau avec la disparition des derniers glaciers. Pour Charles Berlitz, une dimension espace-temps dans le triangle des Bermudes conduirait à une autre dimension. Des ovnis, selon lui, interviendraient aussi pour prélever des échantillons humains et techniques de notre civilisation. La mission américano-soviétique arrivera peut-être à détruire les légendes. En attendant, il n'est pas interdit de rêver. Voilà, qui m'amène tout naturellement à la météo. Il y aura demain des nuages et des orages sur toute la moitié est, surtout sur les Alpes et sur le sud-est. Ailleurs, temps variable avec un tout petit peu de pluie sur les côtes de la Manche. Et puis, vous voyez beaucoup de soleil dans le centre et dans le sud-ouest. Avant de vous quitter tout à fait, n'oubliez pas les conseils de Bison Futé pour les départs du 14 juillet. Regardez bien ces heures de départ très déconseillées. Mercredi entre 15h et 21h. Jeudi entre 6h et midi. Et dimanche pour le retour entre 15h et 24h. Bon week-end quand même, bonne soirée également. Votre dernier rendez-vous avec l'information est à 23h30 avec Betty Duro. À demain.